On va passer la parole tout de suite à Léo pour un premier topo sur la situation en France et le plan des capitalistes pour nous faire payer leur crise. À toi la parole, Léo. Du coup, ça fait maintenant 5 mois que l'économie mondiale a calé du fait de la pandémie. Alors bien sûr, tout ne s'est pas arrêté, y compris dans les secteurs non essentiels. Pour autant, la production a considérablement ralenti et on prévoit même une croissance négative pour 2020, ce qui est du jamais vu depuis la crise de 2008-2009. Elle est principalement due au grand confinement, comme l'appellent les analystes en référence à la Grande Dépression de 1929. En France, dès le début, le gouvernement a ouvert les vannes de l'argent public aux entreprises, le même qui disait aux soignantes quelques mois plus tôt qu'il n'y avait pas d'argent magique et qu'elles n'auraient pas un radis, puisque les caisses étaient vides. Il a pris en charge les salaires de tout le monde, mais à 84% seulement, et sans obliger les entreprises à payer le reste. Ce n'était d'ailleurs pas suffisant pour certaines qui ont continué de faire travailler leurs salariés tout en bénéficiant de l'aide au chômage partiel. Alors maintenant que le confinement est terminé, le but pour chaque État, c'est que ces fleurons nationaux soient sur les starting blocks pour participer à la curie et rafler des parts de marché à leurs concurrents. Comme à chaque crise, c'est l'occasion de rebattre les cartes dans l'organisation de la production, car ce qui compte, c'est avant tout d'être prêt avant les autres. Le problème, c'est que tout cet argent magique, il doit bien venir de quelque part, mais pour le gouvernement, hors de question de demander au patron de payer la note. Comme toutes les aides aux entreprises, il ne demande aucune contrepartie. Bruno Le Maire a même refusé de réserver les aides de l'État aux entreprises qui ne verseraient pas de dividendes, se contentant d'en appeler à la moralité du patron des patrons, et on sait à quel point elle est grande. La bourgeoisie cherchera donc plutôt à imposer une nouvelle cure d'austérité, au nom de la dette publique, ce qui ne résoudra d'ailleurs rien, mais dégradera encore la situation dans les hôpitaux, l'éducation, etc. Quoi qu'ils en disent, les patrons sont bien contents que l'État soit là pour socialiser les pertes et ensuite les laisser privatiser les profits au nom de, toujours, la sacro-sainte propriété privée. Contrairement aux autres crises, dont le capitalisme est quand même coutumier, celle-ci n'est pas causée par la mécanique interne du système. Elle a été causée principalement par le virus. Pour autant, elle joue le même rôle qu'une crise de surproduction classique, et la récession, c'est l'occasion pour la bourgeoisie de purger son appareil productif en fermant les usines jugées pas assez rentables. Soit parce que les machines sont dépassées et coûteraient trop cher à moderniser, soit parce que les capitalistes n'arrivent pas à écouler les marchandises produites, faute de demandes solvables. Du coup, ces 2 mois de confinement, c'est certes une catastrophe pour les profits immédiats, mais c'est aussi une occasion à saisir pour préparer les profits futurs. Pour ça, la recette, elle est pas neuve. Faut faire financer par l'État les fermetures et les licenciements au nom du maintien de la place de la France dans la compétition mondiale ou au nom de la modernisation. Donc c'est pas nouveau, à la fin des années 70 entre autres, on peut citer le démantèlement de la sidérurgie en Lorraine suite au choc pétrolier. Les usines, dont une partie de l'outillage datait du 19e siècle. Donc là sur la photo, vous voyez un ouvrier qui sort l'acier à la pince, processus ô combien dangereux et ô combien archaïque. Et ça, c'était dans les années 70 dans les aciéries de Pompée. Euh, donc voilà, au moment du choc pétrolier, cet acier produit, disons à l'ancienne, ne pouvait plus concurrencer l'acier allemand, italien ou américain, et l'État français avait alors épongé pour plusieurs milliards de dettes des patrons du secteur, pour leur permettre de dégager leurs capitaux, sans même d'ailleurs faire semblant de préserver les emplois, puisqu'à l'arrivée, c'est environ 20 000 travailleurs qui ont été jetés sur le pavé. Bon bah aujourd'hui, rebelote, 8 milliards pour Renault qui prévoit des fermetures de sites et des suppressions d'emplois, dont on reparlera dans un des topos suivants. Mais c'est aussi 7 milliards pour Air France. En principe, c'est un prêt, mais garanti par l'État, donc de fait, un don pur et simple. En contrepartie de ce prêt, l'État se montre plus royaliste que le roi, ou plus capitaliste que les capitalistes, puisqu'il exige simplement d'accélérer ses réductions de coûts à Air France et sa restructuration, avec notamment des plans de départ volontaires. Et on sait ce que c'est, les plans de départ volontaires, c'est toujours sous pression, donc c'est des licenciements déguisés. Ça a le mérite d'être clair. Au passage, les contreparties environnementales sont passées à la trappe dans un secteur qui est pourtant parmi les plus polluants. Mais bon, les préoccupations écologiques, c'est comme les préoccupations sociales, ça s'arrête là où commence la propriété capitaliste. 7 milliards, c'est la même somme que la rallonge prévue pour l'ensemble du secteur de la santé en France. Pourtant, Air France, c'est moins de 400 000 emplois, alors qu'il y a plus de 600 000 infirmières en France, sans compter les médecins, spécialistes ou non, tout le personnel paramédical, les ouvriers d'entretien, la blanchisserie, le ménage, etc. En tout, au moins 2 millions de salariés. Sans parler non plus, bien sûr, de l'utilité sociale de chaque secteur, la santé et l'aéronautique. Enfin, le transport aérien, pardon. Donc ce qui est clair, c'est que si on les laisse faire, le monde d'après qu'ils nous préparent ressemblera très fortement au monde d'avant. La seule inconnue pour eux, c'est de déterminer le secteur qui permettra de relancer leur économie, s'il en existe un,
et à savoir quelle sera la multinationale à la française susceptible de rester en lice face à ses concurrents sur la scène mondiale. Car, comme toujours dans le capitalisme, on ne peut connaître les besoins qu'une fois les marchandises produites, d'où ce qu'ils appellent les plans de relance tous azimuts. Pas la relance des emplois, mais l'inverse. Restructuration en chaîne et centralisation du capital au profit des plus forts et des plus assistés par l'État. Pas question donc de profiter de l'occasion pour réorganiser l'économie en fonction des besoins de la population, et pourtant on sait combien ils sont nombreux. Et c'est pas à cause d'une impossibilité technique. En temps de guerre, ils savent très bien orienter massivement la production en quelques semaines vers l'armement. C'est une question de choix politique. Planifier, bon bah ouais, ils savent le faire, en fait ils appellent même ça l'état stratège, mais c'est pour assister massivement le grand capital privé, et jamais pour les besoins. On va élargir un peu sur l'Europe. Donc à l'échelle européenne, les États, ils ont géré la crise du coronavirus avant tout en privilégiant le chacun pour soi. On se souvient par exemple de ces masques qui étaient destinés à l'Espagne et l'Italie et qui ont été réquisitionnés par la France. À l'heure du déconfinement, c'est aussi le cas pour les mesures de soutien aux entreprises parce qu'en fait chaque État essaye de mettre sa puissance financière au service de sa propre bourgeoisie. Cependant, petit miracle, ils ont quand même fini par se mettre d'accord sur un plan de relance commun. Initialement annoncé entre 1000 et 2000 milliards d'euros par Thierry Breton, qui est le commissaire européen au marché intérieur, donc ça aurait été une somme comparable aux plus de 2200 milliards de dollars prévus par les États-Unis. En fait, c'est finalement 750 milliards qui seront mis sur la table. Un emprunt au nom de l'Europe, donc voilà qui est inédit, et il est possible que l'Union européenne, sous la direction de la France et de l'Allemagne, cherche de cette manière à se repositionner sur le marché mondial face aux États-Unis et à la Chine. C'est du moins, en tout cas, ce dont se félicitent les économistes bourgeois. On est pourtant bien loin de la fin de cette fameuse Europe des nations, puisque dans le même temps, l'Allemagne est en bagarre contre la Banque Centrale Européenne, qui serait sortie de ses prérogatives quand elle avait débloqué un fonds solidaire en 2015 pour acheter les dettes d'autres États européens qui étaient à cette époque sacrément dans la dèche. D'autant plus que les négociations viennent de commencer pour ce plan de relance-là, et elles s'annoncent difficiles, donc pas sûr que ces 750 milliards soient sur la table un jour en fait. Pour résumer, comme toujours pour l'Europe, les signaux ils sont contradictoires puisque l'Union européenne elle est tiraillée entre la concurrence que se livrent ses propres États et la nécessité de faire face aux autres puissances avec en tête de ces puissances-là les États-Unis. Par ailleurs, en ce moment, on nous ressort à nouveau la vieille chanson du produire français sur tout l'échiquier politicien comme moyen de sortir de la crise. Aujourd'hui comme hier, l'économie française serait trop dépendante et il lui faudrait retrouver sa souveraineté. En fait, un bon gros baratin démagogique. Parce que, bon, c'est pas sûr que les capitalistes choisissent l'option de relocaliser, car elle reste plus coûteuse que de profiter des bas salaires dans les autres pays. Pour autant, même si c'était le cas, ça serait loin d'être une bonne nouvelle pour les travailleurs, puisqu'en fait les patrons leur devraient payer la note. Puisqu'ils ont consenti grand prince à rouvrir des usines en France, c'est au tour des travailleurs de faire un effort en acceptant des salaires plus bas ou des fermetures de sites à d'autres endroits. À cela, il faut opposer la solidarité internationale des travailleurs qui n'ont rien à gagner à ce qu'une usine ferme en Pologne pour ouvrir en France. D'autant plus que ça revient à croire que notre État, à nous protégera contre la rapacité de la bourgeoisie, alors même que, comme on l'a vu, il l'arrose à milliards. Et en fait, que ce soit la nôtre ou celle d'un autre pays, ça change un peu rien à l'affaire. En conclusion, comme toujours, la crise, c'est l'occasion aussi d'imposer des reculs aux droits des travailleurs, soi-disant toujours temporaires. C'est la fameuse stratégie du choc. La bourgeoisie, elle aimerait profiter de la sidération pour faire passer ces mesures. Mais on voit qu'elle a déjà du fil à retordre. Manifestation des hospitaliers depuis 15 jours, 8000 manifestants à Maubeuge contre les plans de Renault, et samedi, succès de la manifestation pour les droits des sans-papiers malgré l'interdiction. Sans oublier la déferlance subversive aux États-Unis dont on vient de parler. Le déconfinement des luttes est donc à l'ordre du jour, et c'est bon signe. Je passe la parole à Clément qui va parler de ce que nous on pourrait préparer contre ceux qui nous préparent, eux.